Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau lundi soir consacré à la géographie, plus particulièrement à la cartographie, notamment à travers un ouvrage qui s'appelle « Ceci n'est pas un atlas, la cartographie comme outil de lutte » avec Neptis Ver qui a dirigé la publication de l'ouvrage et qui a aussi participé. Neptis, c'est pas votre premier ouvrage, vous avez déjà notamment publié un ouvrage qui portait sur la cartographie radicale. Oui, cartographie radicale exploration, paru fin 2021. D'accord. Et celui-là vient de... découverte et celui-ci aux éditions du commun. Voilà. Qui vient de paraître en février, si je ne me trompe pas, c'est ça? Voilà, qui paraît aujourd'hui. D'accord, c'est ça. Et je pense que le mieux pour parler de votre ouvrage, c'est quand même vous citer à l'introduction pour qu'un peu les gens voient ce que c'est que la cartographie, quelle est son utilité et quelle est aussi la possibilité d'utiliser des processus de manipulation pour parfois faire paraître ou plutôt ne pas faire apparaître certaines informations. Donc je vous cite: « Nous nous racontons des histoires pour nous souvenir, pour en tirer des leçons ou pour nous faire peur au coin du feu. Ces intentions embarquées, cousues au sein même de la narration, nous pouvons les appeler des faire-faire. Tous les récits en sont composés, qu'il s'agisse de faire peur, faire rire, faire pleurer, faire savoir, faire comprendre. Ils répondent au besoin de créer du lien, de nourrir les relations humaines, ces mécanismes sont socialement codés, convenus, et les personnes en présence en connaissent les règles. Or, la puissance des récits et la capacité à jouer de leur code peuvent permettre à celles et ceux qui les maîtrisent d'en abuser, notamment parce que ces récits dissimulent les intentions qui les composent. Les exemples les plus évidents relèvent de l'art du storytelling, sont la communication commerciale, le faire acheter, et la communication politique, le faire voter. On y est devenu maître en dissimulation des intentions et en captation de nos désirs et croyances. Ils vont notamment imbriquer des faire-faire sur le mode des poupées russes, faire peur dans le but de vous faire voter, faire saliver pour vous faire consommer, etc. Donc comme introduction, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous dire en quoi la cartographie, qui semble être pourtant un support assez neutre et non partisan, est finalement absolument politique et totalement partisan. Oui. Alors, vous citez la note de l'éditeur, Benjamin Roux. Oui, l'histoire nous propose, nous raconte, la géographie nous raconte une histoire sur le monde. Et comme toutes les images, elle est une image, elle résulte d'un parti pris. Il y a une intention sous-jacente à sa création. Et une grande naïveté concerne notre acception de la carte. On imagine que c'est un objet scientifique. Et aujourd'hui, de plus, nous sommes habitués aux cartes numériques. Nous nous imaginons qu'elles sont neutres, figuratives de l'espace, ce qui n'est jamais, absolument jamais le cas. Si vous prenez une image satellite, que nous considérons comme une photo de la surface de la Terre, elle sera toujours retravaillée, les couleurs ne seront jamais fidèles, les éléments gênants, pensez aux nuages, pourront être gommés, etc. Donc nous sommes devant un marché de dupes en réalité. Voilà l'image du monde tel qu'il est. N'oublions pas que le monde est une sphère, et que toute image sera déformée et qu'il faut user de subterfuges, c'est-à-dire de projections différentes, et il y en a une quantité incroyable, pour donner une image non pas la plus fidèle possible, mais la plus infidèle, la moins infidèle possible. Voilà. Donc cette image, nous voulons la croire. Pourquoi ? Parce qu'elle est tellement pratique. Une carte, ça va nous permettre de nous déplacer, ça va nous permettre de nous orienter, de localiser des phénomènes, d'un peu mieux comprendre le monde. Et cet apport pratique, il est si grand que nous acceptons volontiers nous prenons au jeu en réalité. Et nous ne sommes pas en mesure même de vérifier comment cette carte a été construite. Toute carte émane de données qu'on a retravaillées, qu'elles soient qualitatives, quantitatives. On pense même à toutes ces grandes bases de données qui nourrissent les cartes. Nous ne savons pas d'où elles viennent, comment elles ont été constituées. Par exemple, qui les a financées, qui va opérer la distribution de l'information, qui va construire ce paysage. Et nous sommes pieds et mains liés face à ce phénomène. Alors, la contre-cartographie, elle va justement utiliser ce pouvoir, non pas dans une visée de manipulation. Et il faut faire attention, la manipulation, elle peut être positive ou négative. On peut décider de manipuler, ou cette manipulation, elle est implicite, en fait. C'est ce récit sur le monde, c'est comme les contes de notre enfance, nous voulons y croire, ils ont une fonction sociale. Pour ce qui concerne la carte, ce sera d'asseoir un pouvoir, un certain pouvoir, de le pérenniser, d'apporter une preuve, une
une soi-disant preuve par exemple, d'une possession d'une portion du territoire. C'est pour ça qu'après les traités de paix, on trace les frontières au crayon. Sur du papier, ça ne correspond jamais à la réalité vécue sur le terrain, et pourtant ça a force de loi. Voilà. Et la contre-cartographie, elle opère de la même façon. C'est une carte comme les autres, mais elle est beaucoup moins dupe de sa genèse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font les cartes, ce sont les cartographes, ce sont peut-être des professionnels, ce sont aussi... hier, j'avais un atelier à la Petite Égypte, à la librairie de la Petite Égypte, où sont venues une trentaine de personnes, nous avons fait des cartes, nous avons fait 3 très belles cartes. Ces personnes ne sont pas géographes ni cartographes, mais elles ont réussi à spatialiser une information sur leur vie. C'était les migrants, les étudiants d'Afrique en Ukraine, leur sort aujourd'hui au moment de la guerre. C'était les femmes dans l'espace public urbain, la proportion de femmes par rapport à celle d'hommes sur la durée du jour. L'autre, c'était tous ces... alors, crackheads, j'ai découvert le mot crackhead, toutes ces personnes en migration qui sont à la rue, qui prennent des drogues. Comment constituent-elles notre paysage urbain ? Voilà. Donc, sans être cartographe, ces participantes et participants ont créé de grandes cartes, 3 grandes cartes, qui disent quelque chose, qui disent autre chose sur le monde, parce que c'est leur propre ressenti, leur propre avis, leur propre vécu qui est entré dans cette carte. Et on voit bien, par peut-être la maladresse des productions, que ce sont des non-cartographes qui l'ont produit. Mais ça a tout autant de valeur qu'une carte numérique. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que vous proposez la contre-cartographie comme opposition à la cartographie peut-être un peu historique, qui justement avait tendance à être un peu au service notamment des États. Enfin, on peut penser à la cartographie militaire. D'ailleurs, je crois que c'est Yves Lacoste qui disait que la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Donc la cartographie, c'est un peu la cartographie des plans de bataille. C'est la cartographie de l'État aussi gestionnaire, administratif, qui va vouloir un peu connaître ses frontières. On peut penser à la cartographie maritime, de l'expansionnisme européen. Et on peut aussi penser à la cartographie plus moderne, qui serait la cartographie, on va dire un peu les cartes heuristiques ou le mind mapping, qui va être aussi un peu, je sais pas comment dire, mais le support de prédilection des start-upers et du néolibéralisme entrepreneurial, etc. Et finalement, vous, à travers la contre-cartographie, vous proposez, c'est une hypothèse plutôt de cartographie émancipatrice. Tout à fait. Donc, on réintroduit la patte, la présence des personnes qui ont conçu la carte sur l'objet lui-même. Et ces cartes sont généralement réalisées, très souvent en tout cas, de façon collective. C'est-à-dire que vous avez un groupe de personnes qui ont une cause à défendre, qui se réunissent et élaborent ensemble, décident de la forme, du contenu bien sûr, de la forme, ce qui a des effets absolument intéressants au niveau de la prise de conscience de la problématique, de sa définition, de la clarification des enjeux, et vont après synthétiser toutes ces informations en une œuvre globale. Moi j'aime bien l'idée de Joseph Beuys, de l'artiste qui disait, mais qui a lancé le concept de plastique social, c'est-à-dire de structure sociale. En créant une œuvre collective, on va fédérer des gens, mais on va aussi apporter un plus à la société. C'est-à-dire une prise en main de votre propre destin, une prise de conscience de votre rôle dans la société, et finalement, c'est votre société. Voilà, ça c'est la dimension subversive de la cartographie radicale, qu'il ne faut pas concevoir comme une cartographie d'opposition. Ce serait absolument réducteur. C'est une cartographie différente. C'est l'une des expressions de la cartographie. Cette cartographie traditionnelle, elle est utile, elle est normée, c'est sûr. Il faut connaître les normes aussi. Pourquoi ? Parce que nous lisons une image, une représentation de l'espace, toujours de la même façon. Nous projetons dans la carte, nous avons cette vue zénitale, nous lisons les images, en Occident en tout cas, de cette façon, et elles vont fonctionner de la même façon. Absolument. Donc c'est une cartographie partisane, finalement ? Partisane, je dirais engagée, okay. Partisane, oui, ça peut l'être aussi, également. Est-ce qu'il y a un manque un peu peut-être d'approche ou d'appréhension de ce qu'est la géographie de la part des gens en général ? Oui, c'est clair. Alors cette idée qu'on peut spatialiser l'information, elle existe depuis longtemps dans la recherche. Elle semble à présent se disséminer absolument partout. L'intérêt pour les cartes est là, c'est évident. Et
ce que je constate lors des ateliers, c'est que il y a très peu de confiance en soi par rapport à ces projections, cette projection dans l'espace, et par rapport aussi à la mise au graphisme, à la mise en dessin, tout simplement, de ces représentations mentales. Et il y a un grand déficit à ce moment-là, et c'est à chaque fois le moment aha c'est pas français ça, mais c'est pas grave. L'émerveillement des ateliers quand les gens réalisent que ah oui, je peux, c'est bien, c'est intéressant, et c'est ma carte, ou c'est une autre carte. Est-ce que vous pensez pas qu'on peut dire que l'absence de conscience géographique parfois, c'est aussi un peu une absence d'être au monde de la part des gens, parce que notamment, enfin, vous citez Yves Lacoste dont on parlait, vous disiez qu'en 76, il nous mettait déjà en garde en disant, je le cite, pour le développement d'une société démocratique, il est grave que ce soit seulement la minorité au pouvoir qui sache comment la situation se transforme concrètement dans les multiples parties du territoire et comment on peut intervenir dans ces changements. Parce que bien sûr, il y a deux choses. Il y a une confiscation de l'information, bien sûr. Comme dit, elle est implicite. Voilà, c'est la première dimension. Si vous choisissez de dire quelque chose, ce sera en négligeant tout ce que vous auriez pu dire à côté. Donc, dans toute communication, il y a non pas une dissimulation, mais une invisibilisation de tout le reste. Mais c'est aussi parfois une volonté de ne pas communiquer sur certaines problématiques. Et c'est pour ça que les luttes donc, des peuples autochtones, il faut s'imaginer que dans les années 60, donc surtout sur le continent américain, du Nord, les Inuits, au Canada, au Sud, au Brésil, les peuples autochtones ont commencé à produire des cartes. Ces cartes, elles leur servaient à montrer leur usage du territoire, c'est-à-dire où je pêche, où je cueille, où je chasse, où je transforme ces produits. Et ça a été produit devant les tribunaux et ça a pu leur donner gain de cause. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la majorité de l'humanité n'a pas de titre de propriété, surtout de l'espace plus large nécessaire s'il doit pourvoir à votre vie. Et cette lutte, elle se fait avec les outils des colonisateurs, elle se fait avec les outils des réglementations internationales mais occidentales, avec ces représentations du monde. Elles se font avec les outils utilisés, oui, par les grandes multinationales pour délimiter le champ qui sera dévoué à l'extraction minière, etc. Et ça soulève une vraie question au niveau de la cartographie. Ces représentations cartographiques, elles émanent de notre perception occidentale du monde, et toutes les autres cultures qui n'ont pas été ces cultures impériales, en tout cas ces empires colonisateurs, leur représentation du monde est peu mobilisée, parce qu'elle ne peut pas être produite comme outil de preuve, en tout cas pas sous cette forme, parce qu'il faut pouvoir, je crois que c'est Bell Hooks qui dit il faut utiliser la langue de l'ennemi pour le retourner contre elle-même, c'est-à-dire on va l'utiliser pour produire des preuves. Et s'ouvre tout ce champ de questionnement sur qu'est-ce qu'une carte, à quoi doit-elle ressembler, reflète-t-elle vraiment ce que moi je ressens, ce que moi je vis et les enjeux qui me concernent. Et là, je pense que c'est quelque chose qui a été apporté par la cartographie critique, radicale ou contre-cartographie, c'est-à-dire nous questionner aussi, nous les personnes qui produisons des cartes, souvent des chercheuses, des groupes de chercheuses, de chercheurs qui sont géographes, cartographes, vont aller sur le terrain. Je pense à Dhaka, à Kibera, à Hyderabad, où des chercheurs travaillent avec des populations habitant dans ce qu'on appelle en France, de façon très méprisante, les bidonvilles, qui sont en fait des quartiers informels. Donc nous avons plusieurs cartes sur ces quartiers qui étaient soit considérés comme des forêts, qui sont généralement le gris ou le blanc des cartes, et qui soudain prennent vie sous la main des personnes qui y habitent, qui apprennent aussi à se servir de GPS, à géoréférencer les éléments, et soudain on se rend compte que ces quartiers sont pleins de vie. Les municipalités n'interviennent pas, puisqu'elles n'existent pas, et c'est une façon de les faire intervenir, de les obliger à intervenir. Mais justement, dans ces barrios, dans ces quartiers, parfois, on préfère ne pas être cartographié. Très, très bonne remarque. Oui, effectivement. Donc, dans le petit guide que nous avons joint au livre, qui est le petit manuel de cartographie collective et critique, il y a plusieurs chapitres, enfin plusieurs paragraphes dédiés à cette idée. Tout le monde ne veut pas être cartographié. Pourquoi ? Parce que la cartographie, c'est justement cet outil qui peut être utilisé pour la répression.
pour montrer où vous êtes allé, où vous irez, pour vous localiser dans les favelas. Et l'exemple, il est dans le livre anglais, donc dans la version anglaise de Ceci n'est pas un atlas, This is not an atlas, qui est paru en 2018, où on cite quelqu'un d'une favela, je pense que c'est un habitant qui dit, mais... ou alors peut-être au Brésil, je ne sais plus, dans la forêt. Voilà, ce sont les Kaxinawa, qui est une population autochtone, qui dit, mais nous, on se sent bien dans le blanc des cartes, on ne veut pas être vu, on est en sécurité. Donc, nous mettons en garde, si l'on cartographie quelqu'un ou son lieu de vie, il faut toujours avoir son aval pour, après, publier l'information. Beaucoup de cartes critiques sont faites dans un cadre restreint de personnes qui vont se concerter autour d'une problématique pour porter une lutte, mais ne sont pas destinées à être publiées. Donc oui, l'outil est tellement fort qu'il faut quelques précautions pour ne pas... devenir outil de manipulation. Dans les favelas, par exemple, c'est Google, je crois, qui propose c'est une citation, venez découvrir cet endroit, je ne sais pas de quelle favela il s'agit, mais venez découvrir cet endroit merveilleux et ayez une expérience extraordinaire. Et quelque part, ça favorise bien sûr le tourisme de la misère. Allons voir ce zoo humain-là. Voilà, donc oui, il faut être très très prudente, comme avec tous les outils, tous les instruments qui servent sur un plan politique, c'est-à-dire dans le sens qui servent à la vie collective, quel que soit votre camp. Alors vous avez mentionné que la cartographie peut notamment servir pour un peu mettre en valeur tout ce qui est extraction minière. Vous avez parlé aussi de l'Amérique latine, et il y a un de vos collègues qui a participé à l'ouvrage, Mathieu Nouchet, qui a réalisé une cartographie, notamment sur l'extraction minière en Guyane française. Et là, c'est intéressant parce que ça pose la question de l'échelle. Notamment, il met en valeur qu'il y avait une sorte d'échelle très localisée sur la montagne d'or, et tout le focus médiatique était mis sur cette politique extractiviste à cet endroit, alors que plus globalement, plus généralement, en tout cas régionalement au niveau de la Guyane française, c'est toute la Guyane française qui est soumise à cette prédation minière notamment. Et il y a une carte, page 164, qu'on va peut-être qu'on montrera ensuite, mais qui montre vraiment à quel point il y a des centaines de kilomètres carrés qui sont soumis à l'extraction minière, du coup. Voilà, qui montre la multiplicité de ces projets d'extraction. Alors bien sûr, on a affaire à l'outil médiatique, et donc l'histoire de la montagne d'or a vraiment été médiatisée. En note de bas de page, Mathieu précise, le projet a été arrêté par... donc c'est un projet russo-canadien, si je ne m'abuse. Il a été arrêté par le gouvernement français en 2019, mais en 2020, on en lançait un autre. Donc quelque part, c'est satisfaire cette pression médiatique très souvent utile, notamment pour ce qui concerne la défense des personnes en migration. Et dans ce cas-là, c'était apaiser, en fait, apaiser, ce mot assez terrible, apaiser la gronde, la rumeur publique, et tout en continuant d'agir par les mêmes procédés par ailleurs. Donc oui, Mathieu montre ça, et c'est beaucoup intéressé au début aux petites cartes du web, ces petites cartes produites par des personnes non spécialistes, et propose un panorama de tout ce qui se fait en Guyane, c'est-à-dire de cette cartographie de la rue, sur les places de marché, sur les parapets au bord des rues, sur les réseaux aussi, qui montre justement la dimension spatiale de cette extraction, en l'amplifiant pour certains phénomènes, ceux qui sont plus porteurs, et peut-être qu'elle demanderait une visibilité plus générale, c'est sûr. Mais bon, comme dit, on a affaire à de l'information brute, et c'est un jeu ou une guerre, c'est selon. Ouais. Et donc la carte, finalement, elle montre aussi ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas, parfois pas forcément consciemment. Vous mentionnez notamment cette citation « La carte n'est pas le territoire », qui est une citation assez amusante finalement, parce que vous expliquez qu'elle vient de Alfred Korzybski, un aristocrate polonais fondateur d'une sémantique générale, et qui l'aurait formulée après son expérience en tant qu'officier pendant la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a dirigé une attaque désastreuse au cours de laquelle ses soldats sont tombés dans une fosse qui n'était pas indiquée sur la carte. Donc, oups, la boulette. Et ensuite, il y a Gregory Bateson, un anthropologue et linguiste nord-américain, qui a complété cette phrase en ajoutant « Et le nom n'est pas la chose nommée ». Voilà, oui, c'est une citation
reprise par les iconoclasistas de Buenos Aires, qui eux font de la cartographie à très grande échelle dans toute l'Amérique du Sud pour dénoncer justement ce problème d'accaparement du territoire par les multinationales, à la fois par l'agro-business, l'agro-industrie et l'industrie minière, mais aussi la pollution qui en résulte. Alors, cette citation, elle est très courante en cartographie, elle est un petit peu usée aussi. Bien sûr, la carte n'est pas le territoire, je pense que personne n'est dupe en réalité, surtout après tous ces travaux de déconstruction de l'objet carte et de ses usages. Mais oui, c'est judicieux de la reprendre dans ce contexte. Il y a une personne qui a participé à ce livre, je crois que c'est un bon ami à vous, c'est Philippe Rekajevic, je sais pas comment. Rekajevic, d'accord. Qui notamment a mis en valeur le passage obligé par les boutiques, ça sera page 88-89, qu'on monte à l'écran toujours, et qui montre comment, en l'espace de 2 ans et demi, l'aéroport d'Oslo a totalement métamorphosé pour que l'espace Duty Free Shop occupe vraiment tout l'espace finalement libre pour les gens qui attendent, pour les passagers. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus parlant de le voir. Oui, c'est comme une métaphore de ce qui se passe par rapport à l'espace public. Parce que ce phénomène, on l'a dans tous les aéroports du monde, on l'a aussi dans les gares. Même moi, je suis souvent à la gare de l'Est, forcément, comme j'habite en Allemagne, et j'entre dans une galerie commerciale, en fait. Cet espace qui est dédié au flux des personnes, absolument indispensable, il est rogné, il est constamment rogné partout, alors que c'est un commun, nous le considérons comme un commun. Et pourquoi ? Pour faire de l'argent, en fait, pour vous forcer, pour vous tenter, en fait. Donc dans les aéroports, c'est absolument clair, il l'a cartographié, les espaces d'attente devant les portes étaient autrefois beaucoup plus occupaient toute la place, et aujourd'hui ce sont des couloirs, sont des couloirs gris et tristes, et souvent barrés par des rangées de caddies qui vous empêchent de découvrir le passage. Ouais, ça c'est montré sur la carte, il y a un stratagème de murs de chariots pour empêcher les gens de pouvoir accéder à l'espace d'attente et être obligés d'être confinés à cet espace duty free. Voilà, donc si vous pouvez voyager vous-même, faites le constat. Est-ce que vous pouvez éviter les duty free shops? Et probablement non. Toujours au niveau des cartes qu'on pourra toujours montrer, qui sont vraiment très très intéressantes et assez variées. Page 126, il y a la réalisation de cette carte qui, je crois, notamment est une carte collaborative qui a été faite avec des enfants, si je ne me trompe pas. De jeunes adultes plutôt. D'accord. Voilà. Oui, vous dites ça parce qu'il y a des gommettes. Ouais. Alors là, mais il s'agit d'un travail très sophistiqué, en fait. Après, le choix sémiologique, qu'est-ce que je vais retenir comme langage, ça vous regarde. Alors c'est Sarah Gmekjian et Anne-Laure Amilat-Sari qui ont réalisé des ateliers avec des migrantes et migrants, et leur ont demandé de transcrire sur le papier leur expérience de la migration. Donc plutôt que de ces cartes que nous connaissons trop, c'est-à-dire celles établies par Frontex où le flux migratoire c'est un grand trait proportionnel prétendument au nombre de migrantes qui viennent envahir l'Europe avec une grosse flèche bien acérée qui va pointer sur votre ventre, et bien là on montre quoi ? On montre la réalité de ce phénomène. Il n'y a pas de grande route, d'autoroute de migration, c'est faux. Chaque migration est un projet individuel, et moi j'insiste beaucoup sur cet aspect-là de la migration. C'est un projet de vie. Derrière une personne qui migre, il y a tout un village qui a perdu toutes ses ressources en raison de la colonisation et de la prédation néolibérale, et où les gens placent tout leur espoir dans une personne qui s'arrache à son cadre de vie pour espérer vivre normalement, décemment. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres. Moi, mes ancêtres, ils sont aux États-Unis parce qu'ils mouraient de faim en Allemagne, tout simplement. Les vôtres, certainement aussi. Nous sommes toutes et tous des enfants de la migration. La migration qui se produit aujourd'hui, c'est un phénomène inhérent à l'humanité. Et ça continuera. Et plus vous l'empêcherez, plus vous serez criminel, parce que plus vous pousserez des personnes à prendre des routes, avoir des trajets dangereux, et vous les pousserez à la mort.
Donc ça, c'est inquestionné. Donc ces représentations de front-texte, elles sont de la manipulation cartographique, c'est évident, et vous pouvez après montrer l'expérience de la migration de ces personnes qui sont dans un camion, qui sont perdues dans la montagne, qui mourront peut-être dans la montagne et on retrouvera leur corps au printemps au dégel, quand la neige fondra. Et c'est ça qu'il faut montrer. Pourquoi ? Parce que vous allez montrer des êtres humains comme vous et moi. Et ce travail est extraordinaire. Donc les gommettes, à chaque gommette est attribuée une signification, c'est-à-dire au niveau sensible, ce sont des cartes sensibles. Voilà, à cet endroit, j'ai eu froid. À cet endroit, j'ai eu peur. Ici, j'ai été agressée. Et vous avez toute une symbolique bien décidée en commun qui va montrer ces impressions, ces sentiments, cette véritable façon de vivre l'espace. Parce que tout au long de l'ouvrage, ce que vous expliquez, vous y revenez sans cesse, c'est que la carte qui peut-être peut paraître un peu froide, immobile ou amovible, c'est un récit avant tout. Et notamment cette carte de la migration fait par les Afghans notamment, c'est un vrai récit. Enfin, on peut voir, rarement qu'on la montre, mais ils expliquent le police turc a tiré sur une voiture, 2 personnes ont été tuées, et puis il y a aussi des zones où il y a juste des points d'interrogation finalement, où c'est un peu l'inconnu, et où les gens essaient de représenter aussi, c'est un peu ce qu'ils ne savent pas au niveau du territoire. Voilà, ces gens sont projetés dans l'inconnu. Moi, j'ai eu la chance à la vallée de la Roya de rencontrer Cédric Héroux et d'interviewer les gens sur place. J'ai produit un article sur Vision Carto à propos de ça. Et ces personnes, elles sont en souffrance, bien sûr, parce qu'elles sont perdues. Elles sont perdues dans les aléas de l'administration, du traitement kafkaïen qui leur est réservé. Et beaucoup de choses seront tues. Il y a une personne qui m'a dit « Viens, je te montre quelque chose » et qui m'a amené derrière le bâtiment et qui m'a montré son corps balafré. Mais je ne peux pas montrer ça. Je ne veux pas montrer ça. C'est autre chose que je veux montrer. Et c'était son histoire. L'histoire de son parcours à elle, qui dure des années. Ces parcours durent des années, avec beaucoup de recul, d'avancée, de recul. Et la cartographie, elle a su évoluer avec son époque, ce qui paraît assez logique à dire, mais pas forcément mal non plus. Notamment la numérisation, ça permet d'avoir des cartes interactives et participatives et actualisées sans cesse. Là, c'est page 186, où vous avez une de vos collègues qui est Nora Flinkman, je crois, c'est ça, oui. Qui notamment a montré cette cartographie. Je crois que c'est du Caire, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, les agressions sexistes au Caire, c'est ça ? Voilà, les agressions sexuelles, sexistes et sexuelles. Voilà, alors c'est une carte en ligne qui est interactive, c'est-à-dire que la carte Harassmap, il y en a plusieurs déclinaisons un peu partout aujourd'hui, montre les agressions sexuelles qui vont de la remarque désobligeante au viol qui ont lieu dans l'espace public en Égypte. Ici, la carte du Caire. Alors, vous pouvez appeler et faire un signalement en ligne et expliquer ce qui s'est passé. La personne peut décider de donner des informations sur elle-même. Les témoins expliquent aussi. Tout cela est recensé sur cette carte et ça a provoqué plusieurs choses. D'abord, de grands débats sur qu'est-ce qu'on est en train de dévoiler ici, le comportement des hommes, qui eux sont considérés comme presque des victimes de ces femmes qui les tentent un peu partout. Ça a été remis en question et beaucoup discuté. Donc, quelque part, ça a fait émerger une prise de conscience de la problématique. Et on s'est rendu compte que les personnes qui pouvaient témoigner, qu'elles soient victimes ou témoins de ces agressions, elles étaient beaucoup plus libres dans leurs paroles que face à un policier, que face à un psychologue. Et donc, quelque part, ça a libéré la parole sur la nature de ces agressions. Donc, ça permet de construire des bases de données. Et la contre-cartographie, donc, elle est utile socialement. Comme dit, dans les quartiers informels, elle va forcer les municipalités à construire des infrastructures. Et dans le cas de dénonciation de ce genre de travers culturels mondiaux, dans le cas du harcèlement et de tout ce qu'on peut imposer à la moitié de l'humanité, c'est-à-dire aux femmes, elles construisent des bases de données et elles contribuent à faire évoluer le débat public. Et là, c'est un véritable succès par rapport à quelque chose de honteux, en fait. Honteux non seulement pour la victime, mais non reconnu par les agresseurs et la société complice de cette situation. Oui.
Et quand on commence à apprendre la géographie, je pense dans les jeunes années, collège, lycée entre autres, il y a souvent, je pense, ce faux concept très dangereux, vous allez pouvoir nous en parler, où on va parler de frontières naturelles, ce qui pourrait être une hérésie, peut-être pour certains géographes, en tout cas pour des géographes tels que nous on les conçoit, je sais pas, Lise Reclus par exemple, les frontières naturelles ça n'existe pas, c'est une invention. Pourquoi est-ce qu'on parle de frontières naturelles? Qu'est-ce qu'on devrait dire à la place de frontières naturelles? Ne plus jamais parler de frontières. On peut dire interface. Si vous prenez, par exemple, qu'est-ce qui sépare la France de l'Allemagne? J'habite dans cette région et je passe la frontière tous les jours pratiquement. Vous avez une petite plaque au sol qui va vous montrer la frontière. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est le Rhin, la frontière naturelle, ou est-ce que ce sont les montagnes de la Forêt-Noire et des Vosges? Voilà, on va pouvoir se disputer là-dessus, on s'est beaucoup disputé là-dessus. Mais un fleuve, c'est quoi? Et en Guyane, par exemple, c'est parfaitement démontré par Mathieu Nouchet, un fleuve, c'est une interface où vont se produire des échanges. C'est l'inverse d'une frontière. Donc, qu'est-ce qui est naturel là-dedans? En sachant que, par exemple, les lignes de côte, si vous partez de phénomènes que vous pensez naturels, elles bougent. Elle bouge tout le temps. Les lignes de partage des eaux aussi. Donc, ce sont même ces pseudo-frontières naturelles, elles sont mobiles. Donc, qu'est-ce qui vous reste comme point d'ancrage? Ce sont en fait les frontières administratives. Et c'est pour ça que cette cartographie, elle est aussi bénéfique au niveau de notre... Elle ouvre notre conception de la cartographie, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de représenter les limites administratives sur une carte? Et bien sûr, moi je pars de ce que j'ai étudié et qui est ma spécialité, c'est-à-dire l'isotype des Neurath, de Marie et Otto Neurath, c'est-à-dire des représentations de données économiques et sociales, souvent sur des fonds de cartes. Mais à de nombreux moments, ces fonds de cartes disparaissent et vous n'avez plus qu'un schéma, le schéma qui vous permet de vous orienter grossièrement par rapport à la carte imaginaire que vous avez en tête, et cela suffit amplement. On n'a pas besoin de la silhouette des continents, on n'a pas besoin des découpages politiques qui, très souvent, dans ce qui est l'infographie aujourd'hui, sont de l'ordre de la décoration, de l'ornement en réalité. Vous n'en avez pas besoin pour comprendre le propos. Voilà, il faut faire confiance à l'intelligence des gens. Je pense que ça nous ferait beaucoup, beaucoup de bien. Et quand on étudie un peu peut-être une certaine géographie, en tout cas l'économie dans la géographie ou la géographie économique, je ne sais pas ce qui convient le mieux, mais on a l'impression que on va opposer spatialisation et territorialisation. C'est-à-dire la spatialisation, ça va être juste l'espace pratique finalement, l'espace dans lequel tout est marchandise, y compris l'espace lui-même devient marchandise. Là où la territorialisation, ça va être un peu l'espace vécu qu'on va s'approprier et qu'on va de fait pouvoir aussi opposer peut-être à la conquête du néolibéralisme. Et malheureusement, souvent dans l'idée de territoire, il y a une idée réactionnaire qui va vite arriver au niveau aussi identitaire, l'assimilation identité et territoire. Comment est-ce qu'on peut revendiquer l'idée de territoire et de territorialisation sans tomber dans une logique forcément réactionnaire, ou en tout cas trop identitaire? Oui, on aurait beaucoup de mal. Alors je pense que vous prenez 100 géographes et vous aurez 100 avis sur la question. Voilà. Le vôtre, c'est quoi? Le mien, ce serait celui que je développe dans le précédent livre, Carto radicale, c'est... vous avez l'espace et vous avez le territoire. Le territoire va servir à des découpages politiques, à des guerres, à des appropriations. Émane justement de ce traçage. Vous avez la ligne verte entre Israël et la Palestine qui est tracée au crayon, qui s'appelle ligne verte parce qu'elle est tracée avec un crayon sur la carte. Vous avez ça. Ça ne correspond absolument pas à ce que les gens vivent dans leur espace. Et c'est pour ça que vous parlez d'identité. Cette notion d'espace, on se rend compte qu'avec la mise sur carte de votre vécu, vous êtes obligé de vous référer à votre activité dans l'espace, mais c'est aussi, ça fait aussi émerger une identité, ça consolide une identité de groupe. Et vous avez une contribution dans le livre sur la région d'Acre, donc du Brésil, de l'extrême ouest du Brésil, où
les gens finissent par se définir par leur métier. C'est-à-dire, nous sommes les pêcheuses de telle rivière, nous sommes les personnes qui cassent les noix à tel endroit, etc. Et quelque part, ça fait émerger des identités. Alors, on pourrait longtemps gloser sur ces notions d'identité, que moi je conteste pour de nombreuses raisons, mais quelque part, elles sont un outil utile de la lutte. Quelque part, se rendre visible, c'est aussi prendre conscience de soi. Et quand on pense aux luttes pour les droits civiques aux États-Unis, aux luttes pour les féministes, aux luttes pour les personnes du Sud global, tout cela converge vers l'idée que montrons-nous pour défendre nos droits. Et après, nous pourrons à nouveau nous ouvrir vers l'utopie internationaliste du siècle dernier. Mais ne la perdons pas de vue. Et il y a un accès qui est assez inégalitaire finalement à l'objet et au sujet cartographie. Je suppose que c'est un peu les deux à la fois. Notamment, page 136-137 sont vos collègues, je vérifie, vos collègues... Je ne sais pas quels sont vos collègues, mais vous nous direz. Mark Graham. Cette carte, d'accord. Voilà, c'est qui va montrer l'Institut d'Oxford pour Internet, autour de Mark Graham. Et qui montre l'accès inégal, notamment à Wikipédia, qui pourtant semble, en tout cas, est vendu comme étant l'encyclopédie libre, etc., et qui présente plein de bons côtés, effectivement, mais qui finalement est très, très européenne, et plus largement occidentale, et pas forcément une encyclopédie accessible aux autres zones géographiques. Voilà. Alors, il y a différentes cartes de ce groupe qui montrent que l'information numérique, bien sûr, pour la carte, tout ce qui concerne la cartographie collaborative et engagée, elle va permettre quoi ? D'avoir des cartes mises à jour par le crowdsourcing, c'est-à-dire des personnes qui interviennent. Tout le monde a en tête OpenStreetMap, tout le monde peut intervenir et donner son... Il y a aussi une carte sur OpenStreetMap d'ailleurs dans les livres. Donc c'est collaboratif, ça peut être mis à jour, ça peut être partagé, ça peut toucher énormément de monde. Voilà, et puis il y a une garantie au niveau du contenu. Voilà, ce sont des formes que nous connaissons, que nous reconnaissons, avec lesquelles nous pouvons dont nous pouvons nous satisfaire. Mais le problème, c'est cette inégalité nord global, sud global, où c'est le nord global qui va fournir ces données de logiciels participatifs, de localisation de phénomènes. Moi, j'ai participé à un marathon d'OpenStreetMap sur Madagascar, où c'est nous qui localisions certains éléments. Tout ça, c'est merveilleux, mais c'est nous qui sommes en train de construire l'information. Et même si ce Sud global a accès à Internet, utilise Internet, il a accès à des informations que nous nourrissons. Et donc ça questionne vraiment sur ce colonialisme numérique de l'information. Et c'est totalement sous-éclairé par nous. Wikipédia, c'est Internet disponible pour nous, c'est le rêve de l'encyclopédie générale, c'est merveilleux. Mais voilà, Wikipédia, ça montre notre point de vue sur le monde, et il s'agit aujourd'hui de découdre, de déconstruire ces discours. En tout cas, d'en prendre conscience. Et d'engager enfin, je sais pas, ce qui existe et ce qu'on peut, mais en tout cas de questionner le fait que le Sud global ne contribue pas à la construction de notre information géographique, ou très très peu. Et il y a des outils, toujours dans le domaine numérique et dans le domaine algorithmique, il y a des outils dont on dispose, mais évidemment il faut déjà probablement être familier avec la question pour éventuellement se les approprier, mais qui permettent finalement de reprendre une certaine forme de puissance sur son espace géographique et sur les autres aussi, en tout cas sur ceux qui voudraient dominer l'espace géographique. Notamment, je crois que c'était l'année dernière, c'était un peu à la mode, il y avait cette possibilité de suivre, je crois que c'était les déplacements de Bernard Arnault, du jet de Bernard Arnault, parce qu'il y avait les transpondeurs des avions qui doivent forcément déclarer leur plan de vol, et du coup on pouvait voir où est-ce qu'ils se rendaient, etc. Ou dans une moindre mesure, on peut aussi voir le déplacement des navires en général, par exemple. C'est une manière de voir aussi le déplacement des navires de la flotte russe, etc. Le fait de pouvoir s'approprier ces outils numériques, est-ce que c'est aussi le fait un peu de pouvoir peut-être se familiariser avec l'outil géographique et ne pas leur laisser le monopole forcément à des acteurs étatiques notamment ? Absolument, absolument. Tous ces projets, il y en a beaucoup qui émanent de l'Amérique du Sud, sont mariés à des formations
Vous avez par exemple Aude Vidal qui a documenté comment en Malaisie des ateliers de cartographie pendant lesquels les groupes, des groupes qui subissent, par exemple qui vivent au milieu d'un parc naturel, qui sont privés de l'espace qui leur permettrait d'assurer leur autonomie alimentaire, ces groupes-là sont formés à l'usage du GPS. Déjà conçoivent des cartes, des cartes levées à la main de leur connaissance profonde de l'environnement. Ensuite, vont aller sur le terrain, vont exactement localiser les éléments et vont produire des cartes numériques. Voilà. Et là, vous avez une coproduction de l'information de toute façon, mais vous avez aussi un empowerment, comme on dit si bien en français, de personnes qui vont pouvoir disposer d'outils techniques de pointe pour pouvoir discuter justement d'égal à égal dans ce monde si imprégné de culture occidentale qui se décline dans une certaine hégémonie politique et économique, bien sûr. Et vous avez un peu souligné le fait que la carte peut être sujette à manipulation, notamment parce que ce que vous avez dit, moi ça me fait penser pendant la période où la ZAD était menacée, il y a notamment l'État qui a organisé c'était un référendum, mais l'échelle qui avait été choisie était une échelle totalement trompeuse. Je ne sais pas si vous aviez pu suivre ça, mais quand on regarde, et justement la cartographie a permis aussi, ou la contre-cartographie, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, mais la contre-cartographie faite par des gens bien, nous a permis un peu de voir la manipulation vraiment éhontée du gouvernement. C'était à une échelle très localisée, toutes les communes, en tout cas toutes les circonscriptions directement adjacentes à la zone éventuellement future aéroportuaire étaient contre le projet. À l'échelle départementale, toute la Loire-Atlantique était contre le projet, et l'État a inventé une circonscription administrative qui n'existait pas, et a choisi les deuxième et troisième cercles de villages autour de la zone concernée, qui eux du coup n'étaient pas directement impactés par les futurs avions qui pourraient passer, mais étaient aussi des zones très sinistrées, du coup voulaient du travail, et c'était le seul espace géographique, la seule échelle qui permettait que le vote pour le oui pour l'aéroport puisse le remporter. Et donc l'État fait valoir ça en disant, vous voyez, finalement la démocratie, c'est les gens ont voté oui, alors que si on prenait l'échelle locale, réelle, les gens étaient contre, et si on prenait l'échelle plus générale, les gens étaient contre aussi. Oui, bien sûr, c'est la tyrannie de la majorité de toute façon, et ça montre combien les cartes vous permettent de jouer sur l'échelle, vous permettent de jouer sur la projection, et comment vous choisissez les éléments que vous représentez. C'est un très bel exemple, c'est la porte ouverte à de nombreuses manipulations. J'ai montré la semaine dernière, j'avais un atelier avec des élèves, et je leur montrais dans ce fameux ouvrage de Marc Montmonier, Comment mentir avec les cartes, l'exemple de l'épidémie de choléra à Londres. C'était en 1800, je sais pas, je crois autour des années 1860. C'est un médecin qui lui constate que c'est un puits particulier qui est contaminé puisqu'il a recensé tous les cas de décès autour de ce puits. Et c'est parce qu'il fait une carte précise avec des points qu'il arrive à déterminer que le problème vient de ce puits. On ferme ce puits et les contaminations, les décès chutent. Et si lui, il avait choisi une autre discrimination de l'information, Montmonier montre que on aurait eu des zones, des plages colorées à d'autres endroits, on n'aurait jamais pu retrouver l'endroit précis de cette contamination. Et ça montre que vous pouvez faire ce que vous voulez avec les cartes, même avec la meilleure volonté du monde. A fortiori avec des intentions politiques, bien sûr. C'est très fréquent. Je pense aux exemples de l'autre livre aussi, où pour des propos électoraux, vous procéderez à un nouveau découpage administratif. Et il y a tellement d'emplois possibles de l'outil cartographique pour porter votre propos et défendre votre cause, et en tout cas votre intérêt. Et donc, si votre ouvrage, c'est pas un atlas, c'est quoi? Parce que vous dites que c'est un anti-atlas ou un contre-atlas, qu'est-ce que ça serait?
Oui, alors c'est amusant parce que le format il est tout petit, donc c'est vrai que le format anglais, donc paru en 2018, This is not an atlas, lui joue justement sur la nature de l'atlas. Il est très grand, il est très lourd, il pèse 2 kilos, 250. Là j'ai ce petit atlas dans ma valise et il est déjà bien lourd. Et l'atlas c'est quoi? C'est la représentation du monde selon les yeux du pouvoir hégémonique du moment. Ça a servi à ça, ça a montré, que l'Occident, en fait, était maître du monde et décidait de la forme qu'il devait avoir dans nos têtes. Et alors, ceci n'est pas un atlas, c'est beaucoup plus humble et ça part d'en bas, c'est très horizontal. C'est nous, vous, moi, nous faisons des cartes et nous montrons sur le papier comment ce qui se passe déjà. Et expliquons pourquoi ça devrait être autrement et pourquoi nous devons lutter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment devenu un outil de lutte entre nos mains. Donc c'est pour ça que nous disons avec Benjamin Roux, l'éditeur, c'est un livre pratique. Pourquoi? Parce qu'il a aussi ce petit manuel de cartographie. Donc là j'ai recensé tout ce qui était disponible et produit par les personnes qui font de la cartographie critique collective. Je l'ai synthétisé dans ce manuel et il est destiné à être emmené dans votre sac lorsque vous faites un atelier collaboratif avec beaucoup de conseils dont on fera ce qu'on voudra, mais des conseils de bon sens, je pense, et nourris de l'expérience de milliers de personnes à travers le monde. Donc, nous avons fait un atlas, proposons un atlas en français, donc il n'y a plus que 20 contributions, parce que dans l'ouvrage anglais, en anglais en tout cas, il y en a 40, et ça aurait fait un livre très très lourd. Il faudrait un deuxième livre qui montre les autres contributions, qui sont tout aussi intéressantes, mais cela couvre absolument toute la Terre. Et c'est ça qui est fabuleux. Donc quand Severin Halder, qui est l'initiateur du projet, je crois que c'était en 2015, fait un appel dans le milieu de la géographie et des activistes pour concevoir le premier livre, il reçoit des centaines et des centaines de propositions. Il doit lui-même, avec son équipe, faire une sélection, et il en reste 40, et nous réduisons à 20 pour l'instant, mais elles se valent absolument toutes. Et ça, je le dis par ailleurs, il y avait un petit noyau au début, c'est les Orangotango, donc c'est le nom du groupe, qui est devenu Orangotango Plus, et aujourd'hui c'est presque Orangotango International, puisqu'il y a la version française, il est question d'une version en espagnol à présent. Voilà, donc nous faisons des ronds dans l'eau, de plus en plus grands, de plus en plus grands. Et pourquoi? Parce que ça répond en fait, ça satisfait une curiosité générale par rapport à la carte. N'importe quel documentaire aujourd'hui nous présente des images prises par des drones. Cette terre vue d'en haut, nous sommes tellement curieuses de toutes ces images-là, mais ça correspond aussi à un besoin qui a trait à l'espace, à notre rapport à l'espace, de nous asseoir dans l'espace et de bien mesurer et de bien prendre conscience de toutes ces... de notre vie. Donc on revient à Élisée Reclus, qui pour lui dit les hommes ce sont des animalcules, c'est donc le grand géographe anarchiste, merveilleux absolument. On dit de lui qu'il est premier écologiste. Pourquoi? Parce qu'il dit les hommes sont des petits animalcules à la surface de la Terre et ils sont juste un élément du système. Et voilà. Et là il révolutionne la géographie quand même en disant nous on fait partie de cet environnement. C'est en ça qu'il est écologiste, c'est en ça qu'il est aussi anticolonialiste. Lui va, avec son esprit du temps, on a pu le critiquer pour beaucoup de choses, mais avec son esprit du temps, il dit attention, toutes ces cultures, tous ces pays que nous avons colonisés, en fait, elles sont absolument à traiter sur le même pied que la nôtre. Et ces conseils sont vraiment à méditer. Dans le cadre de la Scuola del Non Sapere, qui est un peu notre projet utopique d'essayer de représenter ce que nous ne savons pas, plutôt que de représenter ce que nous savons, a été fait une très belle planche sur la représentation de la Terre avant l'image, avant l'image satellite, et puis comment conserver de l'imaginaire une fois que cette image est apparue, c'est-à-dire nous a d'une certaine manière obligés à une vision commune.
alors qu'avant les cartes du monde étaient bien entendu des cartes peut-être scientifiques, mais en même temps imaginées quand même, Alors, construites. oui, qu'est-ce que la science? Et qu'est-ce que l'imaginaire après la science? C'est plutôt ça la question qui m'intéresse. Après, il faut réouvrir les portes. Voilà. Donc effectivement, les cartes médiévales thé dans l'eau. Donc vous avez un grand océan traversé par des rivières, des fleuves en thé, et vous avez l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Voilà, ben, c'était une représentation scientifique correspondant exactement à l'état des connaissances au XVe siècle encore. Et il y a tellement de conceptions différentes de l'espace qui n'est pas forcément euclidien, c'est-à-dire que on mesure la distance d'un élément à un autre, mais en fait on peut avoir une toute autre représentation de l'espace qui serait mobile, qui serait dynamique. Et bien sûr, cela s'est perdu avec cette hégémonie de la représentation occidentale de l'espace et avec le pouvoir qu'ont eu les empires coloniaux sur les cultures dominées. Mais revenons-y, et oui, représenter ce que nous ne savons pas. Je me suis fait prendre... donc merci Rudy Bord de Civic City de cette question fascinante. Moi j'ai été contactée récemment par un chercheur aux États-Unis qui travaillait avec des enfants aveugles, qui m'a envoyé des images. C'était des représentations, 4 représentations d'enfants aveugles qui avaient trait à l'espace. Et un livre paraîtra où il a posé la question à plein de personnes de disciplines différentes. Et j'ai été incapable de comprendre ce que ces enfants produisaient. C'est-à-dire, je monte dans un autobus, eh bien, je vais le représenter, et ça va passer par mes sens, ça va passer par les mains. Je descends dans une rivière. Eh bien, croyez-moi, ce qu'un enfant qui ne voit pas représente, c'est aussi un des aspects du monde. Et vous qui êtes voyant, vous ne savez pas combien vous êtes tributaire de votre regard qui est bien sûr formaté culturellement, va produire. Donc nous sommes dans une sorte de brouillard en réalité, et nous avons beaucoup de mal à voir au travers. Et c'est pour ça que oui, c'est tous ces exercices en fait de visualisation et de dévisualisation sont importants. Passons par d'autres sens. Inventons d'autres moyens d'élargir nos représentations du monde, et surtout, bien sûr, de questionner tout ce qui fait frein, tous ces filtres que nous acceptons de nous poser. Absolument.